2. La princesse Marie. 11 mai 1800. Je suis arrivé hier à Piatigorsk et j'ai loué un logement à l'extrémité de la ville, qui est un lieu très élevé, situé au pied du mont Machouk. Par les temps d'orage, les nuages descendent jusque sur mon toit. Aujourd'hui, à 5 heures du matin, quand j'ai ouvert ma fenêtre, ma chambre s'est remplie du parfum des fleurs qui garnissent tout autour de modestes haies. Les branches des cerisiers en fleurs semblent regarder par ma croisée, et le vent, quelquefois, jonche de leurs blancs pétales ma table à écrire. J'ai une vue admirable de 3 côtés. Au couchant, les 5 coupoles du Bechtou, teintes d'un bleu sombre et semblables aux derniers nuages d'un orage dissipé. Au nord, le Machouk, qui s'élève pareil au chapeau fourré d'un persan et me cache toute cette partie de l'horizon. À l'orient, le panorama est plus gai. En bas, devant moi, fourmille la petite ville neuve, éclatante de propreté. J'entends le murmure de ses fontaines salutaires et celui de sa foule polyglotte. Plus loin, les montagnes s'amoncellent en amphithéâtre, de plus en plus bleues et sombres, puis, à l'extrémité de l'horizon, s'étend la ligne argentée des sommets qui commencent au Kazbek et finissent aux 2 pointes de l'Elbrus. Qu'il est gai de vivre dans un tel lieu! Aussi, de molles sensations remplissent tout mon être. L'air est pur et doux comme un baiser de jeune fille, le soleil chaud, le ciel bleu. Que faut-il de plus, me semble? Pourquoi existe-t-il des passions, des désirs, des regrets? Mais il est temps, et je vais à la fontaine Élisabeth où, dit-on, se rassemble toute la bonne société des eaux. En descendant au milieu de la ville, j'ai parcouru un boulevard, sur lequel j'ai rencontré quelques groupes tristes qui gravissaient lentement la montagne. Ce sont en grande partie des familles de riches propriétaires des steppes. Parmi elles, on remarque des hommes portant des vêtements de mode un peu vieilles déjà, et des femmes élégamment parées, ainsi que leurs filles. Évidemment, toute la jeunesse des eaux leur est connue, aussi m'ont-elles regardé avec une attentive curiosité. La coupe de mon pardessus fait à Saint-Pétersbourg les a probablement trompées, car bientôt, apercevant mes épaulettes d'officier de ligne, elles se sont détournées avec indifférence. Les femmes des autorités du lieu, comme disent les maîtres d'hôtel aux eaux, ont été plus bienveillantes. Elles portent des lorgnons et ont plus d'égard pour l'uniforme. Elles sont habituées au Caucase à rencontrer sous des boutons numérotés des cœurs ardents et sous des casquettes blanches des esprits civilisés. Ces dames, très aimables et longtemps aimables, prennent chaque année de nouveaux adorateurs et trouvent peut-être en cela le secret de leur aménité infatigable. En montant le sentier qui va à la fontaine Élisabeth, j'ai rencontré une foule d'employés dans les services civils et militaires. Ils forment, comme je l'ai appris plus tard, la classe des hommes qui viennent demander la santé aux eaux. Ceux-là ne boivent cependant pas de l'eau, et ils se promènent et se traînent en marchant. Ils jouent et se plaignent de l'ennui. Les gandins font descendre leurs verres vides dans les puits d'eau minérale et prennent des pauses académiques. Les civils portent des cravates bleu clair. Les militaires font passer leur col de chemise par-dessus leur collet. Tous professent un profond mépris pour les dames de province et soupirent pour les aristocratiques habitantes de la capitale où on ne les laisse point aller. Enfin, voici le puits. Près de là est une petite place, sur laquelle est une maisonnette au toit rouge, contenant des baignoires et autour une galerie qui sert de promenoir lorsqu'il pleut. Quelques officiers blessés étaient assis sur un banc, leurs béquilles ramenées vers eux, pâles et tristes. Quelques dames allaient et venaient sur la petite place d'un pas assez pressé, attendant l'effet des eaux. Parmi elles se trouvaient 2 ou 3 jolis visages. Sous quelques allées de vignes abritées par le versant du Machouk, paraissaient et disparaissaient les chapeaux bariolés de celles qui aiment la solitude à 2,
car j'ai remarqué toujours à côté de ces chapeaux quelques broderies militaires ou quelque affreux chapeau rond. Sur le rocher escarpé où s'élève un pavillon appelé la harpe éolienne se montraient ceux qui aiment les points de vue. Ils braquaient leurs télescopes sur l'Elbrousse, et parmi eux on distinguait 2 précepteurs avec leurs élèves venus aux eaux pour se guérir des écrouelles. Je me suis arrêté tout essoufflé au haut de la montagne, et, appuyé contre l'angle d'une petite maison, j'admirais les pittoresques environs, lorsque tout à coup j'ai entendu derrière moi une voix connue. « Tiens, Petchorine, depuis longtemps ici ?» Je me suis retourné, c'était Grutschnitski. Nous nous sommes embrassés. J'avais fait sa connaissance pendant une de nos expéditions. Il avait été blessé par une balle à la jambe et était arrivé aux eaux une semaine avant moi. Grutschnitski est sous-officier, noble, et n'a qu'un an de service. Il porte avec l'élégance d'un petit maître son grossier vêtement de soldat et est décoré de l'ordre militaire de Saint-Georges. Il est bien fait, brun, et a les cheveux noirs. À première vue, on pourrait lui donner 25 ans, quoiqu'il en ait 21 à peine. Il relève sa tête en arrière avec un air de fierté, et à tout moment tortille sa moustache de sa main gauche, car avec la droite, il s'appuie sur sa béquille. Il parle vite et abondamment, et est un de ces hommes qui ont pour toutes les situations de la vie quelques phrases prêtes à temps, de ces hommes que la beauté simple n'émeut pas et qui se drapent dans des passions extraordinaires et des souffrances exclusives. L'effet est leur grande jouissance, ils s'éprennent des romanesques provinciales jusqu'à la sottise, et en vieillissant deviennent de tranquilles propriétaires ou des ivrognes. Dans leur âme, il y a souvent d'excellentes qualités, mais pas la moindre poésie. La passion de Grutschnitski était de déclamer. Il vous accablait de ses paroles lorsque la conversation sortait du cercle des connaissances ordinaires. Je n'ai jamais pu discuter avec lui. Ainsi, il ne répond pas à vos objections et ne vous écoute pas. Seulement, si vous vous arrêtez, il commence une longue tirade qui a bien quelque rapport avec ce dont vous causiez, mais qui n'est effectivement que le développement de son propre discours. Il est assez spirituel, ses épigrammes sont amusantes, il ne contredit jamais quelqu'un, il ne connaît ni les hommes ni leurs cordes faibles, car il ne s'est occupé que de lui pendant toute sa vie. Son but a toujours été de devenir un héros de roman. Il s'efforce souvent de persuader les autres qu'il est un être créé pour un autre monde et voué à des souffrances inconnues. Il finit presque par le croire lui-même, et c'est pour cela qu'il porte si fièrement son grossier manteau de soldat. Je l'avais deviné, et à cause de cela il ne m'aimait pas, quoique nous eussions extérieurement d'excellents rapports. Grutschnitski passait pour un homme d'une bravoure remarquable. Je l'avais vu à la besogne agitant son sabre, criant, se jetant en avant les yeux fermés. Mais ce n'est pas là la véritable bravoure russe. Aussi, je ne l'aime point, et je sens que quelque jour nous nous rencontrerons dans quelque étroit sentier d'où l'un de nous ne sortira pas. Son arrivée au Caucase a été la conséquence de son exaltation romanesque. Je suis sûr que la veille de son départ du village paternel, il a dû dire avec tristesse à ses jolies voisines, non pas qu'il entrait tout simplement au service, mais qu'il allait à la mort parce que... Et alors il a dû se couvrir les yeux avec ses mains, puis ajouter « Mais non, tu ne dois pas, ou vous ne devez pas le savoir, votre âme pure s'effraierait. Mais pourquoi ? Du reste, que suis-je pour vous ? Me comprendriez-vous » etc., etc. Lui-même me raconta que ce qu'il avait décidé à entrer dans le régiment de K resterait un secret éternel entre le ciel et lui. En somme, dans les moments où Grutschnitski se dépouille de son tragique manteau, il est assez bien et assez agréable. Je suis curieux de le voir auprès des femmes. Que d'efforts il doit faire. Nous nous sommes abordés comme de vieux amis et je me suis mis à le questionner sur sa vie aux eaux et sur les personnes de distinction de séjour ici. « Nous passons la vie assez prosaïquement, » m'a-t-il dit en soupirant. « En buvant de l'eau le matin, nous sommes fades comme tous les malades, et en buvant du vin le soir, nous sommes insupportables comme les gens bien portants.
Il y a bien une société féminine, mais on en tire peu de distraction. Ces dames jouent au whist et parlent le français difficilement et fort mal. Cette année, il n'y a ici de Moscou que la princesse Ligovska et sa fille. Je ne les connais pas. Mon manteau de soldat est un signe de ma renonciation au monde, et la considération qu'il me vaut me pèse autant qu'une aumône. » Au même instant, 2 dames sont venues au puits se placer près de nous, l'une âgée, l'autre jeune et bien tournée. Je n'ai pu voir leur visage caché sous leur chapeau, mais elles étaient vêtues avec une sévère élégance du meilleur goût, rien d'exagéré. Elles portaient toutes 2 des robes gris-perle et un léger fichu de soie entourait gracieusement leur cou. Des bottines puces chaussaient leurs pieds jusqu'à la cheville, si finement qu'en songeant à la beauté qu'elles cachaient mystérieusement, on ne pouvait s'empêcher de pousser un soupir d'admiration. Leur démarche, légère mais de bon ton, avait quelque chose de juvénile qui échappait à la définition, mais que le regard comprenait bien. Lorsqu'elles sont passées près de nous, il s'est exhalé d'elles un parfum inexplicable, comme en répandent les lettres d'une femme aimée. « Voilà la princesse Ligovska, » m'a dit Grutschnitsky, avec sa fille Mérée, comme elle l'appelle à la manière anglaise. Elles sont ici depuis 3 jours seulement. »« Mais comment sais-tu déjà leur nom ?»« Je l'ai entendu par hasard, » a-t-il dit en rougissant, « et je t'avoue que je ne tiens pas à faire leur connaissance. Cette fière noblesse nous regarde, nous, soldats de ligne, comme des sauvages. Et pourquoi ? Est-ce que l'esprit ne se trouve pas aussi sous une casquette numérotée, et n'y a-t-il pas un cœur qui bat sous ce grossier manteau ?»« Pauvre manteau !» ai-je dit en souriant. « Mais quel est ce monsieur qui s'avance vers elle et leur offre si obligeamment un verre ?»« Ah, c'est un élégant de Moscou, Raïevitch, un joueur. Cela se voit à la splendide chaîne en or qui pend à son gilet bleu. Quelle énorme canne! C'est à la Robinson Crusoe. Sa barbe et ses cheveux sont à la Moujik. »« Et tu es donc fâché contre toute la race humaine ?»« Et il y a de quoi. »« Ah, vraiment ?» Pendant ce temps, ces dames se sont éloignées du puits et sont arrivées à hauteur de nous. Grutschnitsky s'est efforcé de prendre une pose dramatique à l'aide de ses béquilles et m'a dit à haute voix en français « Mon cher, je hais les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante. » La jeune et jolie princesse s'est retournée et a gratifié le prolixe orateur d'un regard curieux. L'expression de son regard était indéfinissable, mais un peu moqueuse. Au fond de moi-même, je l'en ai félicité de tout cœur. « Cette princesse Marie, lui ai-je dit, est vraiment très jolie. Elle a des yeux si veloutés, mais réellement si veloutés. Je t'engage à en observer l'expression. Les cils du bas et du haut sont si longs que la lumière du soleil ne doit pas arriver jusqu'à la prunelle. J'aime ces yeux sans éclat. Ils sont si tendres quand ils vous regardent. Il me semble du reste qu'elle n'a que cela de joli dans la figure. Mais a-t-elle les dents blanches ? Je regrette qu'une de tes phrases pompeuses ne l'ait pas fait sourire. »« Tu parles de jolies femmes comme de chevaux anglais, » m'a dit avec indignation Grutschnitsky. « Mon cher, lui ai-je répondu, m'efforçant de copier sa manière, je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule. » Je lui ai tourné le dos et me suis éloigné. Après une demi-heure de promenade dans l'allée plantée de vignes, sous une roche calcaire suspendue au-dessus d'une rangée d'arbres, la chaleur s'est fait sentir, et j'ai songé à regagner ma demeure. Mais auparavant, je suis allé vers l'une des sources alcalines, et me suis arrêté sous la galerie couverte, afin de respirer à l'ombre. Ce temps d'arrêt m'a donné l'occasion d'observer une scène assez curieuse. Les personnages se trouvaient dans la position que voici. La princesse mère, avec l'élégant moscovite, était assise dans la galerie couverte, et tous 2 paraissaient engagés dans une conversation sérieuse. La jeune fille, ayant probablement achevé son dernier verre d'eau,
se promenait mélancoliquement autour du puits. Grushnitski se tenait auprès de ce même puits, et il n'y avait plus personne sur la place. Je me suis approché et me suis caché à l'angle de la galerie. Au bout d'un moment, Grushnitski a laissé tomber son verre sur le sable et s'est efforcé de se courber afin de le ramasser. Sa jambe malade l'en a empêché. Il a essayé encore en s'appuyant sur sa béquille, mais en vain. Son visage exprimait en cet instant une souffrance réelle. La jeune princesse Marie voyait tout cela mieux que moi. Plus rapide qu'un oiseau, elle s'est élancée, s'est baissée, a ramassé le verre et le lui a remis en faisant une légère inclination du corps pleine de grâce séduisante. Puis elle a rougi un peu, a regardé du côté de la galerie et, voyant que sa mère n'avait rien vu, a paru se tranquilliser. Lorsque Grushnitski a ouvert la bouche pour la remercier, elle était déjà loin de lui. Quelques minutes après, elle est sortie de la galerie avec sa mère et l'élégant Raïevitch et est venue passer auprès de Grushnitski avec un air plein de décence et de retenue, sans se retourner, sans faire attention au regard plein de passion avec lequel il l'a accompagnée longtemps, tandis qu'elle descendait la montagne et glissait sous les tilleuls du boulevard. Puis, tout d'un coup, son chapeau a disparu au coin d'une rue. Elle a couru vers la porte d'une des jolies maisons de Piatigorsk. Derrière elle est entrée la princesse sa mère qui, du seuil de la porte, a pris congé de Raïevitch. Alors seulement le passionné sous-officier a remarqué ma présence. « As-tu vu » m'a-t-il dit en me pressant fortement la main. « C'est un ange. »« Pourquoi donc » lui ai-je dit en prenant un air d'étonnement apparent. « Tu n'as donc pas vu » ?»« Non. J'ai vu qu'elle a ramassé ton verre. Si le gardien eût été là, il en aurait fait autant et même se serait hâté davantage, dans l'espoir de recevoir un pourboire. Il est évident du reste que tu lui avais inspiré de la pitié, car tu as fait une bien laide grimace lorsque tu t'es appuyé sur ta jambe blessée. Et tu n'as pas été un peu ému en la voyant à ce moment où son âme se reflétait sur son visage? Non. Je mentais et voulais le faire enrager. J'ai la passion innée de la contradiction. Toute mon existence n'est qu'une série de contradictions imposées à mon cœur ou à ma raison. La présence d'un enthousiaste suffit pour me glacer, et je suis certain que des relations avec un fade phlegmatique me rendraient le plus passionné des rêveurs. J'avoue encore qu'un sentiment affreux, mais bien connu, était entré en moi en un clin d'œil. Ce sentiment, c'était la jalousie. Je le dis hardiment, parce que j'ai l'habitude de tout avouer avec franchise. Et difficilement on trouvera un jeune homme rencontrant une jolie femme qui n'a pour lui que des regards insignifiants, tandis qu'il la voit soudain en public en regarder tout différemment un autre qui lui est aussi inconnu. Difficilement, dis-je, on trouvera un jeune homme dans cette situation qui ne soit blessé désagréablement. J'entends un jeune homme ayant vécu dans le monde et habitué à être flatté dans son amour-propre. Nous nous sommes tus, et après être descendus de la montagne, nous sommes allés au boulevard, sur lequel donnent les fenêtres de la maison dans laquelle a disparu notre beauté. Elle était assise auprès de la fenêtre. Grushnitski, me prenant la main, lui a lancé un de ces regards de tendresse troublée qui agissent tant sur les femmes. Moi, j'ai dirigé sur elle mon lorgnon et j'ai vu qu'elle souriait du regard, et que mon insolent lorgnon lui déplaisait sérieusement. En effet, comment un officier de ligne du Caucase osait-il lorgner une princesse moscovite ?